Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous savez, comme chaque vendredi à 23h précisément sur Télésud, votre rendez-vous qui devient désormais quasiment incontournable, je vous en remercie. La page Facebook, ça fait débat, Twitter, vous le savez maintenant, CF débat, et puis les invités, tout à l'heure en deuxième partie de l'émission, il s'agira de Yamina, la ministre Yamina Benguigui, donc, qui est chargée de la francophonie. Et avant de démarrer cette première partie, on va présenter peut-être le sommaire tout de suite. Allez, ce qui fait l'actu, ce qui a secoué la semaine, Madagascar, Lalao Ravalomanana, candidate à la présidentielle. Déjà une candidate qui pose problème. Désignée par son mari, c'est la question qu'on se pose. La mouvance Brava compte boycotter les élections, car en cas de refus de sa candidature, directement, on s'oriente vers des émeutes à Madagascar. On se pose tous la question ici. Deuxième sujet, Ahmadinejad au Niger, au Bénin, au Ghana, décrocher un contrat d'uranium, à tout prix, on en parle. Est-ce que cela fait débat ici même sur ce plateau sur Télésud. Troisième sujet, la justice égyptienne a ordonné la libération d'Hosni Moubarak. Le système judiciaire est-il indépendant? La question qu'on se pose, Moubarak au pouvoir, même derrière les barreaux, la question on peut se la poser. Et en fin d'année, sujet, les footballeurs. On va parler de reconversion des footballeurs retraités. Quelle reconversion? Y a-t-il un avenir? Et l'après-carrière existe-t-il? Et en deuxième partie de cette émission, je vous le disais tout à l'heure, cette semaine, une cinéaste engagée et politique qui est quasiment dévouée. Yamina Benguigui, ministre déléguée en charge de la francophonie. On la surnomme déjà la Hillary Clinton française. Ah bon? Ah bon, voilà, écoutez, on en parle, ça peut faire débat aussi. Allez, ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Bienvenue à vous tous. Allez, c'est parti pour cette première partie dans Ça fait débat. En tout cas, je suis toujours ravi de retrouver ce joli plateau. Je vais commencer par présenter mes dames. Les dames, Samia Troubi, activiste et puis professeure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Tout va bien? Très bien. Heureuse d'être ici pour débattre de sujets hyper intéressants. Ça va commenter, effectivement. J'espère que ça va commenter, puisque c'est une émission, je vous le rappelle, vous pouvez vous-même commenter l'actualité sur la page Facebook Ça fait débat. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci de votre fidélité et de réagir comme ça chaque semaine dans Ça fait débat. À ses côtés, nous avons Eros Sana. Eros Sana, et il est terrible parce que c'est pas terrible dans le sens où, attention, il faut le redouter. Non, c'est parce que tu as un acteur politique, c'est tout. Et qu'en ce moment, quand on est politique, je crois qu'il n'est pas bon aux yeux du peuple d'être un politicien. Non, quand on voit l'affaire Cahuzac, quand on voit toutes ces affaires et toutes ces casseroles, on se demande est-ce que la chose politique d'ailleurs, on peut y croire encore? Non, au contraire, parce que tout d'un coup, on voit la différence entre le bien et le moins bien, le bon grain et l'ivraie. Moi, je suis un gars du peuple, je ne possède rien, j'ai pas de compte en Suisse. Ah, un patrimoine à déclarer. Même pas de patrimoine à déclarer. Attention, un patrimoine à déclarer. Exactement, rien du tout. Voilà, sur les réseaux sociaux? Même pas. Absolument rien. Rien. Juste mon cœur. Il a un capital de followers quand même. Il a un capital de followers. Oui. Bien, bravo. J'adore ça, j'adore. Et puis Louis Kemayou, voilà, patron de l'information et puis journaliste sur Télésud. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ce premier sujet, je veux parler. Ça fait une grosse actualité, vous savez, ce premier sujet qui a secoué quasiment la toile et puis même quasiment tous les médias. Je veux parler de Madagascar. On en parle très peu, Louis, de Madagascar. C'est vrai qu'on a tendance même d'ailleurs à l'oublier un peu, comme elle est légèrement décalée sur le continent. C'est comme une espèce d'appendice. Quand on parle de l'Afrique, on dit l'Afrique et Madagascar. Depuis les indépendances, déjà. Pourtant, c'est une très grande île, Madagascar, qui a son destin africain. Même si la population est assez métissée, c'est quand même le continent africain. Et vous savez, à Madagascar, c'est une femme qui est candidate. On parle de l'ancien chef d'État malgache. Elle s'appelle Lalao Ravalomanana. Et avant de commenter et de réagir à l'actualité, je vous propose de regarder ce premier sujet proposé par la rédaction de l'agence Afrique TV. Regardons. La délégation de partisans de Marc Ravalomanana est rentrée à Madagascar après l'avoir rencontré en Afrique du Sud. Ils ont pris la décision de participer à toutes les élections à Madagascar. Leur candidate à la présidentielle, Lalao Ravalomanana, est l'épouse de l'ancien président en exil. Nous avons tous été d'accord que Madame Lalao Ravalomanana répond aux critères de la sélection de la mouvance. On l'a choisie pour être la candidate de la mouvance Ravalomanana pour le premier tour des élections présidentielles qu'on va effectuer le 24 juillet 2013. Madame Lalao Ravalomanana a donné son consentement, donc la mouvance la présente comme candidate. La candidate ne remplit pas toutes les conditions définies par le code électoral, comme celle d'avoir vécu au moins 6 mois sur le territoire malgache avant l'élection.
Nous avons encore beaucoup de temps avant la fin du dépôt de candidature, le 28 avril 2013, à la CES. On ne va pas dire beaucoup à la presse, on attend que la CES tranche et décide de qui peut se présenter aux élections et de qui ne peut pas. Nous avons confiance, nous sommes persuadés que cette cour recevra la candidature de Lalao Ravalomanana. Les partisans de l'ancien président en exil exigent le retour de leur leader à Madagascar. Pour eux, ce retour est inscrit dans l'accord politique signé en 2011 et il faut l'appliquer. Rappelons que l'ancien président Marc Ravalomanana a été déchu de ses pouvoirs précisément en mars 2009 à Madagascar. Déjà, messieurs, madame, une candidature qui pose problème. Est-ce qu'elle a posé problème finalement cette candidature? C'est la seule femme d'ailleurs qui pour le moment s'est proposée candidate. Est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce qu'il se crame? Il se trame quelque chose derrière tout cela? Est-ce que c'est un leurre? Louis, Eros, ça Samia? sent quand même c'est pas une actrice politique de premier plan. Elle l'a jamais été de toute façon. C'est pas le cas. Donc, on sait que c'est parce que son mari est en Afrique du Sud et qu'il ne peut pas rentrer sur la grande île qu'elle prend le relais. Mais ce qui est maladroit dans le parti, dans l'action que le parti a menée, c'est qu'elle n'arrive pas à faire le découplage entre la famille Ravalomanana et les idées du parti politique et ceux qui peuvent porter cette idée-là. S'il y a un blocage, on ne fera pas comme s'il n'existe pas. Si vous allez dans le mur, plutôt que de vous prendre le mur, prenez une solution qui vous permet de le contourner ou de l'enjamber, simplement. Et là, malheureusement, il y a une vraie fixation qui se fait. Je ne sais pas s'ils arriveront à tirer quelque chose, mais on est très bien parti pour une élection blanche pour le parti de Ravalomanana. Vous partagez le point de vue? Pas du tout. Eros Sana, Samia Troubi, Eros? Lalao n'est pas une inconnue. À Tana, ainsi qu'à Madagascar, les gens l'appellent Meni, qui veut dire maman. C'est une femme qui a eu une action caritative extrêmement importante. Oui, mais elle n'est pas Aujourd'hui, à Madagascar, les églises chrétiennes, catholiques ou adventistes, ici on parle beaucoup d'islam, ici à Paris on parle beaucoup d'islam, mais la peur de l'emprise de l'islam, à Madagascar, les églises ont une emprise politique et sociale très importante. Protestante. Hein. Ah oui. Protestante, baptiste, oui. Hein. Oui. C'est surtout ça, protestante et baptiste. Ces églises ont extrêmement d'influence. Et elle, à travers l'action de son mari, a aussi une certaine influence. Mais c'est vrai, il est évident que c'est un jeu de pions qu'on change. L'ancien président Ravalomanana ne peut pas se présenter. Donc dès lors, qu'est-ce qu'il fait? Il présente sa femme, un peu comme ce que les époux Kirchner ont fait en Argentine. Quand le président argentin Kirchner n'a pu se représenter au bout de 2 mandats, sa femme s'est présentée à sa place. Elle n'a pas d'expérience en tant que de gestion, elle n'a jamais été élue de sa vie, mais c'est un personnage politique. Le problème fondamental, il faudrait aller au-delà de ça, c'est que les accords qui ont été conclus, il y en a eu plusieurs en Afrique du Sud, à Cotonou, ces accords sont très ténus. Il partait de 2 principes. Les 2 belligérants les plus récents, le président actuel de transition et l'ancien président, ne se présentaient pas. Alors, en un sens, on faisait table rase. Vous êtes en train de nous dire, Eros Sana, que c'est une pratique finalement à laquelle il ne faut pas être surpris. Alors, est-ce que... Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'elle n'est pas désignée par son mari? Eros Sana, est-ce qu'elle n'est pas désignée par son mari? Exactement. Elle est désignée par son mari et par le clan. Et donc, ils essayent comme ça... Ce clan, aujourd'hui, c'est des gens qui se sont enrichis avec Ravalomanana. C'est des gens qui, aujourd'hui, sont à la tête d'empires financiers. Rappelons que lorsque ce Ravalomanana quitte le pouvoir, il est chassé du pouvoir 2009, oui. Parce qu'il a cédé près d'1 800 000 hectares de terres arables à une compagnie coréenne, Daewoo, qui devait produire de la nourriture, non pas pour les Malgaches, qui meurent de faim, rappelons-le, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, mais pour produire de la nourriture et des biocarburants pour les Sud-Coréens. Et donc, autour de ce garçon, plein de scandales ont éclaté. Mais celui qui l'a succédé, qui est un ancien DJ, le président actuel est un ancien DJ, il faut le rappeler. C'est marrant. Dans certains pays, la mobilité sociale va très vite. Vous le saviez, non? Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Ils mixaient les platines et je me retrouve... Ils ont eu des moments tendus avec l'armée, il y a eu de véritables coups de force, et l'accord est ni toi, ni moi, nous présentons. Mais le problème, c'est que la classe politique malgache ne sait pas se renouveler, puisque Albert Zafi, l'ancien président, mais alors on est d'accord, mais là on est dans un esprit de revanche. C'est grave. Samia Troubi. Bien sûr que c'est grave. Samia Troubi. On est loin de mon domaine de prédilection et de ma région d'expertise. Cependant, ce qu'on constate, c'est que oui, visiblement, cette femme-là apparaît comme la marionnette de son époux qui ne peut pas revenir sur l'île. Toutefois, il y a de vrais risques aujourd'hui. On parlait de cet ancien président qui revient, qui est en train d'hypothéquer sa maison à Paris pour pouvoir se présenter. Les vrais risques
risque aujourd'hui qui se pose dans cette démocratie qui est extrêmement instable depuis 1956, c'est des risques d'émeute, un peuple qui exige une démocratie qui n'existe pas, qui est quand même le lot de Samia Trobi doit-elle se présenter ? Est-ce qu'elle a la légitimité de se présenter, visiblement, cette femme ? déjà, elle ne respecte pas la loi. Tout malgache et toute malgache a le droit de se présenter. On va pas lui... On est sur du 6 mois, attention aussi, madame, messieurs, la condition de résidence, absolument, 6 mois. 6 mois. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, cette question ne se posera pas. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que les élections n'auront pas lieu en juillet, qu'elles vont être repoussées, et que dès lors, elle pourra répondre aux conditions, aux critères pour se présenter. La question fondamentale, c'est quel est l'avenir des Malgaches avec la même classe politique depuis près de 50 ans. La question est fondamentale. Non, la question fondamentale, et Rossana, Louis et Samia, s'il vous plaît. Chaque président a vendu les terres malgaches. Dans le sud de Madagascar, des gens sont chassés de leurs terres au profit d'entreprises privées européennes. Et comme beaucoup de téléspectateurs, et je vous invite à réagir sur la page Facebook Ça fait débat, SF débat sur Twitter, la question qu'on se pose, c'est peut-elle gouverner seule sans être une marionnette? C'est ça, la vraie question qu'on se pose. Qu'elle soit candidate, bon, pourquoi pas, mais est-ce qu'elle peut gouverner seule? Est-ce qu'elle peut déjà gagner? Parce que pour gouverner, il faut gagner. Absolument. Et là, il y a quand même besoin... on oublie un acteur très important qui est en France actuellement, mais qui a annoncé son retour. C'est Didier Ratsiraka, l'ancien président. Il a annoncé qu'il est rentré, on a annoncé sa mort, qu'il a lui-même démenti. C'est quand même le plus simple. Mais il décide de rentrer aujourd'hui. Alors, pour qui va-t-il voter? Alors, en faveur de qui fera-t-il pencher la balance? Là est toute la question. Et puis, n'oublions pas, souvent on parle sur le continent africain de ces frontières héritées de la colonisation qui sont très compliquées à gérer. Ils n'ont pas ce problème à Madagascar. En revanche, il y a le clivage aussi qui existe entre les gens de la côte et les gens de l'intérieur. Bon, alors attention, avant de passer à ce second sujet, pardonnez-moi Louis, est-ce que s'il y a boycott, d'accord, est-ce qu'on s'oriente clairement, madame, messieurs, à des émeutes à Madagascar? Ce qui est certain, c'est que le printemps arabe, il y a eu un printemps malgache déjà à plusieurs reprises. Quand ils ont chassé Ravalomanana, c'était déjà leur printemps à eux. Après, il y a eu le président... quand ils ont chassé Ratsiraka, c'était déjà la révolution. Après Ratsiraka, ça a été le cas avec Ravalomanana. Et aujourd'hui, il y a le DJ. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Est-ce qu'on arrivera un jour à faire une vraie révolution politique qui débouche sur un changement pour la population malgache? Je n'en suis pas convaincu. C'est-à-dire qu'on restera dans un phénomène de révolution sans fin. La question c'est rapidement, s'il vous plaît, avant de passer au second sujet. Lalao est ou pas marionnette de son mari. C'est jusqu'à quand les hommes politiques malgaches sont marionnettes de puissance qui dépassent les intérêts des Malgaches. Et qu'aujourd'hui, vous avez tous, les uns après les autres, qui sont soit prêts à simplement faire des affaires, et tous ont fait énormément de business. Le président actuel était d'abord maire de la capitale, Tana. Il s'est extrêmement enrichi. Et pendant ce temps, le niveau de pauvreté des Malgaches avance. Une campagne qui est déjà... une candidature qui est déjà controversée et contestée. À suivre, une actualité qu'on va suivre ici dans Ça fait débat sur Télésud. Allez, passons à ce second sujet qui a secoué un peu la toile, non pas le paysage audiovisuel, mais la toile. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous avez suivi Ahmadinejad au Bénin, au Niger, au Ghana. Est-ce un choix calculé? On regarde ce sujet et on revient tout de suite après. C'est un sujet qui est proposé par la rédaction de Télésud. Regardons cela. Le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium et forcément lorsque le président iranien Mahmoud Ahmadinejad en provenance du Bénin foule le sol nigérien, tous les regards sont tournés vers l'Iran dont le programme nucléaire est très contesté. L'uranium nigérien serait-il au cœur de la visite du président iranien? Oui, répondent les observateurs. Non, affirment les deux présidents. Mahamadou Issifou et Mahmoud Ahmadinejad n'auraient pas évoqué l'uranium au cours de leur discussion. En revanche, l'Iran n'exclut pas une coopération dans le domaine pétrolier avec le Niger. En attendant, les deux pays ont signé plusieurs accords économiques, notamment dans le domaine de la santé, du commerce et des infrastructures. Mahmoud Ahmadinejad a aussi promis d'aider le Niger à développer et moderniser son agriculture. Comme au Bénin, le séjour du président iranien n'aura duré que 48 heures. Commentaire d'Ahmadinejad, ce fut des discussions fructueuses, constructives et détaillées. Ce sera sans doute aussi le cas au Ghana, prochaine étape de cette mini-tournée en Afrique. Rappelons à tous, quand même et à toutes, que l'Iran lui-même produit de l'uranium. Alors vous savez, les États-Unis, Israël l'accusent de venir clairement chercher de l'uranium au Niger à des fins nucléaires. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Samia Trobi, avant de lancer le débat.
On peut se poser la question. Pour quelle raison Ahmadinejad fait ça fait la une de tous les journaux israéliens. Pour les Israéliens, c'est une vraie question. Un peu moins pour les États-Unis. Israël dit clairement meilleur allié, c'est-à-dire en parlant des États-Unis ou pas, nous irons frapper l'Iran si elle possède l'arme nucléaire. Donc c'est une vraie question. On a des risques, mais très importants. Le chef d'état-major Benny Gantz s'exprimait dernièrement sur le journal Haaretz. Il y a des vrais risques de conflit nucléaire dans cette région qui est déjà extrêmement instable. Donc c'est vraiment extrêmement. Vous dites que les journaux israéliens font la une sur ce voyage d'Ahmadinejad. Donc effectivement, vous nous confirmez ici dans Ça fait débat que effectivement Israël s'inquiète pour des fins. Qu'est-ce que vous dites à cela, Eros? Moi, je voudrais profiter un peu de l'occasion pour rétablir quelques vérités. Est-ce que c'est un choix calculé? D'abord, il faut toujours rappeler aux gens qu'Ahmadinejad n'est pas l'homme le plus puissant en Iran. Le vrai chef de l'État, c'est le guide de la révolution. Exact. Celui qui a le pouvoir exécutif réel, c'est le guide de la révolution. Dans un équilibre des forces, on pourrait comparer Ahmadinejad à une sorte de Premier ministre qui a moins de pouvoir même que héros. C'est important de le rappeler, parce qu'après, les fantasmes qui sont mis sur l'Iran sont des fantasmes qui sont très faciles à apporter. Ensuite, il est présent, il est élu, il représente une population. Une réalité qu'il faut ramener. Les pays africains ont toujours été partisans d'une diplomatie multilatérale. Même à l'époque des deux blocs, les pays africains se permettaient d'avoir des relations avec des puissances moyennes, ce qui fait que la Tunisie et la majeure partie des pays africains ont reconnu par exemple la Palestine, bien avant qu'aujourd'hui les Occidentaux le font, que les pays africains ont tous des relations avec l'Iran qui remontent à très longtemps avant la chute du Shah, qui se sont renforcées durant la guerre Iran-Irak, et donc ce n'est pas nouveau. Et enfin, comme vous l'avez dit... C'est pas nouveau, mais alors Vienne, Niger, Ghana, est-ce que c'est un choix calculé, Rossana, avant de donner la parole à lui? C'est un choix calculé. Mais il n'est pas là où on le pense. Premièrement, l'Iran n'a pas besoin de l'uranium. Non. De l'uranium du Niger. Alors qu'est-ce qu'il vient chercher? Deuxièmement, il faut le rappeler, l'Iran a signé le TNP. Le TNP, c'est le traité de non-prolifération nucléaire. Alors que, je rappelle, Israël, qui est une puissance nucléaire avérée, c'est-à-dire qu'elle a les bombes et les vecteurs étant les missiles et les avions, elle n'a pas signé le TNP. Donc l'Iran, qui a signé le TNP, ouvre chaque fois son installation militaire à l'ensemble de la communauté internationale. Donc lorsque Ahmadinejad va au Niger, c'est bien pour dire que, alors que les Occidentaux croient qu'il est dans une impasse diplomatique, lui continue à avoir des actions multilatérales. Et enfin, Mahamadou Issoufou, mais surtout Mahamadou Issoufou, celui qui joue le rôle, il faut se poser la question, c'est que Mahamadou Issoufou veut peser dans les contrats qui le lient à Areva. Alors, voilà moi, la vraie question. Non, mais j'aime bien voilà la vraie question. Attendez, moi j'adore, et je suis, en tout cas j'écoute attentivement, votre décryptage est intéressant, mais vous ne répondez pas à ces questions dans Ça fait débat. L'uranium a des fins nucléaires, il faut qu'on se pose ces questions. Pour quelle raison? Est-ce que c'est un choix calculé? Vous avez dit oui, mais en même temps, l'uranium, pourquoi faire? Est-ce que c'est à des fins nucléaires, messieurs, ou pas du tout? Ce sont des contrats qui n'ont rien à voir. Il n'a pas été faire une visite touristique, ce monsieur. Il a fait une visite diplomatique sur d'autres sujets. Et d'influence. Non, mais ce qu'il faut dire, et il a raison, il faut rompre un isolement diplomatique. Aujourd'hui, c'est la priorité. La Chine est allée faire sa tournée africaine, les États-Unis ont fait une tournée africaine, il y a de nombreuses puissances qui font des tournées africaines. Le Japon a son jardin là-bas, la Corée du Sud a un jardin, Singapour intervient énormément. Et donc, l'Iran ne doit pas donner l'impression d'être en marge. L'Amérique latine aussi s'est organisée pour avoir son entrée en Afrique. Donc, la première priorité, elle est celle-là. La deuxième chose qu'il faut aussi dire, c'est que l'Iran fait partie de l'organisation de la conférence islamique. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous allez à Dakar aujourd'hui, vous avez de nombreux taxis qui sont des taxis fabriqués en Iran. Et ça, il n'y a pas d'uranium au Sénégal. Donc, il intervient vraiment pour asseoir déjà sa place diplomatique. Alors, je vois bien, vous voulez m'amener sur le terrain du volet économique. On va en parler. Il y a un volet uranium, non, mais on va en parler. Notamment Areva, qui est menacé. Clairement, on peut se poser la question. Mais de grâce, s'il vous plaît, répondez à cette question. Est-ce qu'on peut parler d'une bombe atomique en question? Non. Moi, je réponds clairement. Et ensuite, après Samia Troubi. Non, l'Iran n'a pas acquis les capacités technologiques et c'est d'enrichissement de l'uranium. Ensuite, en termes de vecteurs, pour produire une bombe nucléaire fiable. Nous ne sommes pas là. Je le dis clairement. Et d'ailleurs, tous les analystes sérieux américains, même ceux des Faucons, le comprennent. Et enfin, même une partie de l'armée israélienne. Même partie de l'armée israélienne comprend très bien que non seulement attaquer l'Iran serait la chose la pire possible en termes de déstabilisation de la région, et en plus,
Imaginez ce que cela supposerait pour toute la région en termes de retombées. En même temps, pardonnez-moi, Eros Sana, ils vont dire partout qu'ils sont très inquiets. Mais c'est comme ça qu'on négocie. Y compris avec les États-Unis. Voilà comment on négocie. Alors justement, Samia Troubi. Je crois qu'il y a deux grilles de lecture. La première, c'est les nouveaux rapports sud-sud entre l'Iran, la Chine et l'Afrique. La deuxième question de fond, c'est effectivement cette prolifération des armes nucléaires. Et si l'Iran, aujourd'hui, la multiplication, pourquoi est-ce que le fait qu'on se focalise sur l'Iran, sur l'Iran, sur cette arme nucléaire, c'est parce que s'il y a prolifération des acteurs, s'il y a multiplication des acteurs de l'arme nucléaire, il y a de vrais risques de conflit nucléaire. Beaucoup le disent. Alain Juppé-Rocard signe une tribune en disant il faut que tous les États qui ont aujourd'hui cette arme nucléaire se désengagent tous ensemble, que tous ces États... On commence par le haut. Il faudrait commencer par le haut. Il faudrait commencer par là-haut. Et un Moyen-Orient dénucléarisé, en commençant par la seule puissance nucléaire de la région, qui est Israël. Tant qu'Israël n'aura pas commencé d'abord par signer le TNP, par dire où sont ses armes, à les mettre, non pas en alerte, parce qu'elles sont constamment en état d'alerte. Je rappelle qu'en 73, d'extrême gauche qui réagit. Je le sens, Non mais c'est vrai, effectivement. Absolument. Et c'est une zone qui est très petite, rappelons-le. Une poignée de secondes, s'il vous plaît. On l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez souligné, Louis et Eros. Areva menacée. Alors, si elle est menacée, clairement, quel est le repositionnement d'Ahmadinejad et la France dans tout ça? N'oublions quand même pas quelque chose. Est-ce qu'il s'agit là, clairement, je vous pose la question, d'un enjeu économique, s'il vous plaît. Qui vend de l'uranium à l'Iran? C'est la France. Oui. Quel mal y aurait-il à ce que la France soit court-circuitée dans le commerce de l'uranium si jamais il y a un client qui paye plus cher? La Chine aujourd'hui paye plus cher que la France. Grâce à la Chine, le prix de l'uranium nigérien a grimpé. Il n'y a pas de mal à ça. Donc Eros Sana a bien raison. Il est là clairement pour un but économique. On n'est pas là pour se faire des bisous. Hein. La deuxième chose, l'Iran et la France ont une histoire très ancienne. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est vraiment juste pour le dire. Quand on sait qu'on est menacé, on n'attire pas la foudre sur soi. Et je pense qu'Ahmadinejad n'est pas fou. Il n'ira pas chercher le mal au Niger en parlant d'uranium alors que tout le monde on va parler de cette justice. Pardon, Eros, mais il va devoir avancer. On est très en retard. La justice égyptienne a ordonné la libération de Hosni Moubarak. On va en parler justement. On va découvrir les images qui vont défiler derrière nos écrans, ici, juste derrière nous. Le système judiciaire. La question, on se la pose clairement ici même dans Ça fait débat. Je me pose moi en tout cas la question, effectivement, et j'aimerais que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs puissent réagir et commenter l'actualité. Le système judiciaire est-il indépendant? Ah oui. Oui, la preuve. On a vu à plusieurs reprises. On a vu Morsi a démis un magistrat. Il a été derrière vous là sur les écrans là justement les images. Oui. Louis, pardon. Morsi a démis un magistrat. Ses confrères l'ont rétabli dans son droit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la justice n'est pas libre. Le fait est qu'elle est libre. Elle est véritablement libre. La deuxième chose. Quand même l'héritage de 30 ans de pouvoir. Elle est 30 ans de pouvoir de Moubarak, donc libre. Je ne sais pas. La plupart des juges aujourd'hui sont en train de juger un homme qui les a mis en place. Alors, donc, on peut se poser la question, surtout qu'il n'a pas été tout à fait libéré. Il est passé de son hôpital, l'hôpital à la prison. Je vois Eros Sana à sourire. C'est un coup de théâtre peut-être, Samia. C'est pas un coup de théâtre, mais en tout cas, il a été démis. La plus grosse charge qu'il avait sur lui, c'est la complicité de meurtre de ces 800 manifestants sur Tahrir, la place Tahrir. Mais il est toujours accusé d'autres choses, et notamment de corruption avec ses deux fils. Mais non, les Égyptiens eux-mêmes sur la toile, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux se sont posé la question, se sont dit mais on se moque de nous. Les partisans de Morsi étaient extrêmement en colère et les Égyptiens dans leur ensemble étaient plutôt en colère que justement Morsi, j'espère pas qu'il aura le même sort, mais en tout cas Moubarak soit libéré. Eros, Moubarak a-t-il cette puissance alors? Ça veut dire qu'il est derrière les barreaux mais en même temps c'est un homme de pouvoir. Il faut alors, Moubarak toujours au pouvoir. Je suis en grande partie d'accord avec ce que Samia vient de dire. Moubarak était au pouvoir bien avant d'être président. C'était le bras droit de Sadat. Et qu'il était membre de l'armée de l'air égyptienne, qui est l'un des corps les plus prestigieux. C'est très important à relever. Que l'armée égyptienne avait jusque-là non seulement le contrôle politique, mais économique du pays. Très juste. Et que, avant de parler du fait que, et là c'est une mauvaise chose qu'il soit aujourd'hui non plus en détention, mais en liberté surveillée. Parce qu'il n'est pas du tout lavé de tout donc, ce qui... coup de théâtre. Mais c'est un coup de théâtre. Et pourquoi? Il faut le chercher ailleurs. Il faut le dire. Que s'est-il passé? Il faut le dire. Tout s'est joué ailleurs. Morsi, en ayant fait les erreurs qu'il a faites, avant ces erreurs, Morsi avait réussi à affaiblir le poids politique de l'armée égyptienne.
en voulant modifier la constitution égyptienne à son avantage, à celui des frères musulmans, il a été débordé par la rue, notamment à Port Saïd, notamment sur la place Tahrir, mais notamment partout en Égypte où les gens ont faim et de pain et de démocratie. Et le réflexe a été de rappeler l'armée dans le jeu. En remettant l'armée dans le jeu, Morsi a remis Moubarak dans le jeu, puisque Moubarak tient aujourd'hui encore l'armée, que ce soit directement à travers le major, donc le maréchal poser la question. Et donc, Madame, messieurs, Moubarak toujours au pouvoir, même Moubarak derrière les barreaux. A encore du pouvoir. Même derrière les barreaux. Il a encore non, mais la vérité, c'est non, mais il faut dire la vérité. Et j'aime Rossana, il dit la vérité, non, effectivement. Mais, ce qu'il faut compléter dessus, c'est que ce n'est pas le pouvoir d'une personne, c'est que c'est le pouvoir d'un corps. C'est le corps qui est très puissant. Il relevait le rôle de l'armée de l'air. En Égypte, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'armée de l'air. On ne leur enlèvera pas le pouvoir. Oui. Ils ont le pouvoir économique. Plus de 80% de l'économie égyptienne est tenue par l'armée, et notamment par l'armée de l'air. Donc là-dessus, quelles que soient les bonnes volontés, les bonnes intentions qu'on amènera, on ne les débarquera pas dans 5 ans. Mais si on peut peut-être... Allez, on peut en tout cas se poser cette question, c'est peut-être son état de santé qui devient un prétexte. Pas du tout. Hein. Il est arrivé, il y a la première fois où il a été jugé, où il est arrivé sur son lit d'hôpital, il était extrêmement faible. Mais là, il arrive, il a sa paire de lunettes, il sourit, il salue les gens. Et ça a fait un tollé en Égypte. Les gens se sont dit, mais on se moque de nous. L'homme arrive avec sa paire de lunettes qui coûte une fortune et il salue le peuple. Ça a été vécu comme un affront. Peut-être que sa paire de lunettes, c'est pour cacher... Non, ça a été vécu comme un affront. Et les Égyptiens qui sont aujourd'hui un peu remontés contre Morsi, il y en a certains qui voit le retour de Moubarak et le fait qu'il soit en liberté surveillée comme une bonne chose. Il y a les enfants de Moubarak, on appelle comme ça, non pas ses 2 enfants naturels, mais les enfants de Moubarak, qui reprennent un peu du poil de la bête et qui se sentent plutôt heureux. Je voudrais poser plus loin la réflexion. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est vraiment est-ce qu'il va y avoir un accord entre les frères musulmans et le clan de l'armée que Moubarak représente. La question fondamentale est là. L'armée égyptienne et les frères musulmans a toutes ses entrées à Washington, à la Maison-Blanche, au Capitole. Ben les frères musulmans ont signé un accord. Et pas que là-bas, et même en Israël. Oui. Les frères musulmans ont signé un accord implicite avec Obama. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Moubarak est en fonction, en faisant jouer la stabilité, notamment avec le Sinaï et Israël, dans la balance, est-ce que Moubarak sera prêt à trouver un accord pour que non seulement ses fils, mais une partie, parce qu'il y a au moins 10 généraux qui sont aussi en prison, une partie de ces généraux soit à leur tour libérés. Voilà une analyse, effectivement, qui mérite jouer. En tout cas d'être mis en lumière. Est-ce que l'armée va garder le contrôle de l'économie? Parce que tant que l'armée aura à la fois le fusil et la bourse de l'économie en Égypte, ils seront incontournables. Louis Camaillou, alors ça veut dire que son état de santé, clairement, il ne devient pas un prétexte, une excuse? Non, ce n'est pas une excuse, mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est celui de savoir ce que l'armée, le rôle que l'armée égyptienne va continuer de jouer ou pas. Parce que, mine de rien, on est quand même aux portes d'Israël. Et quand on est aux portes d'Israël, la situation n'est pas comme si on était en Irak ou ailleurs. On est quand même dans une zone où c'est très, très sismique. C'est la première armée qui a réussi à vaincre l'armée israélienne. Donc, les rapports entre Israël et ce pays-là ne seront jamais les mêmes qu'avec les autres armées arabes. Alors, et donc, de ce point de vue, les frères musulmans donneront les gages qu'ils donneront, mais c'est l'armée égyptienne aujourd'hui qui tient les cordons de la bourse et qui tient le pouvoir parce qu'il a les cordons de la bourse. Quel avenir pour l'ancien Raïs? Aucun. Un tour de table? Aucun avenir politique, ça c'est sûr. Je crois qu'il mourra de sa mort, mais avant de mourir, il va essayer de sauver la tête de ses fils. Et c'est surtout que l'armée ne voudra pas qu'il meure dans l'indignité. Ça, c'est très important. Elle se battra pour que son honneur reste sauf. On a bien noté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, et Rossana, quand vous dites sauver l'honneur et la dignité de ses fils? Ses fils qui sont en prison, qui encourent la peine de mort. Et le Raïs avait choisi son premier, dont le prénom m'échappe, Gabal, pour être son successeur. Et donc, il ne peut pas accepter que ses 2 fils, qui sont la prunelle de ses yeux, ou finissent leur jour en prison, ou meurent. Et donc, tout se joue aussi sur la tête de ses fils. Allez, dernier sujet, avant de retrouver notre invité, il s'agit de la ministre Yamina Benguigui. Dernier, j'espère que vous êtes des amateurs. Oui, je sais que pour Louis, vous êtes clairement amateur de football. Vous suivez un peu le football? Non, je ne suis plus le football, parce que le football est devenu le football business. On en a parlé ici, voilà, ça a fait débat justement, business, Qatar, etc. C'est un football qui ne dit plus son... Vous avez eu l'occasion de commenter l'actualité footballistique, ici même, oui, d'ailleurs, la CAN, je me souviens, face à Hervé Bourges, d'ailleurs. Qui s'est moqué de la Tunisie. Absolument, qui s'est moqué de la Tunisie. Allez, on regarde ce sujet proposé par l'agence Afrique TV et on commente la reconversion des footballeurs retraités. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Regardons.
Lundi soir à Nanterre, Jean-Alain Boumsong inaugurait son complexe de football à 5, Elite Soccer 5. Une idée de reconversion originale pour ce futur jeune retraité, dans un milieu où l'après-carrière n'est pas toujours synonyme de réussite. Lilian Thuram, avec qui nous avons évoqué le sujet, s'y était préparé dès son plus jeune âge. Je pense que la meilleure façon de préparer son après-carrière, c'est savoir que dès le début, il y aura une fin. Et moi, je crois que je l'ai compris très rapidement. J'ai signé à l'AS Monaco alors que j'avais 17 ans. Et je savais que ça allait se terminer, donc tout au long de ma carrière, je m'étais préparé à ça. À cette occasion, de nombreux joueurs de Ligue 1 et de journalistes ont fait le déplacement. Parmi eux, Aurélien Chedjou, défenseur camerounais du LOSC, préfère ne pas penser à la retraite et espère jouer aussi longtemps que possible au plus haut niveau. Je profite encore, j'ai encore au moins, si les blessures me laissent tranquille, peut-être 8 ans dans le foot, peut-être dans 2-3 ans je penserai déjà. Moi je préfère profiter à fond et comme je disais dans 2-3 ans, penser déjà à ça. De nombreuses personnalités du monde du football étaient présentes, dont Samuel Umtiti, défenseur de l'Olympique lyonnais, qui fait figure de jeune premier et qui rêve peut-être un jour de devenir entraîneur. Si j'ai besoin d'argent, peut-être que je vais faire agent, mais non, mais franchement, je me pose pas cette question, mais je sais pas encore, peut-être entraîneur, qui sait. Ouais, jouer avant tout, mais quand je vois les entraîneurs, c'est vrai que ça me fait un peu envie. Je pense que c'est un beau métier, donc pourquoi pas après, mais bon, je suis encore très très jeune pour parler de mon futur. Après un show du freestyler Céane, les invités et les journalistes étaient conviés à participer à un tournoi de football pour clôturer la soirée. Et nombreux sont ceux qui se sont imaginés, le temps d'une soirée, reconvertis en footballeurs professionnels. J'aurais aimé être footballeur professionnel pour pouvoir ensuite après avoir une belle retraite. Allez, on en parle justement. Commentons cette actualité. Rossana, arrêtez de sourire. Je vois que vous voulez vous taper du football ou quoi? Oui, parce que le football aujourd'hui, c'est un moyen ou des États comme le Qatar ou des riches comme Abramovich de blanchir de l'argent, littéralement. Je pèse mes mots. Et pour finir, c'est Thuram qui disait que dans ce qu'on vient de voir, qui a commencé à 17 ans. À 17 ans, aujourd'hui, je songeais déjà à mon avenir. Les lignées vont les prendre à 14 ans, à 11 ans. Le FC Barcelone a signé un contrat d'un enfant de 8 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit dans ces joueurs, on veut les exploiter jusqu'au bout. Et à 32 ans, quelqu'un comme Messi, il y a eu récemment un portrait de lui. Il dort avec des médicaments, il est souvent blessé, et où en est-on de cette sorte de servitude moderne? Et très vite, leur carrière peut s'arrêter, soit parce que justement, ils sont blessés, mais n'oublions pas que chaque année, 4 à 5 joueurs pros meurent sur le terrain. Donc la vie d'un footballeur professionnel aujourd'hui, c'est la vie de quelqu'un qui sert des intérêts qui le dépassent largement. Ça va de grandes marques qui profitent des événements sportifs pour faire leur publicité à moindre coût, vous êtes en train de nous dire, c'est vache quand même, Rossana, vous êtes en train de nous dire, on fabrique en tout cas un espèce de football marketing, etc. Marketing et tout, et avec tout cela que ça comporte, ça veut dire beaucoup de fric derrière, et qu'ils sont très vite broyés dans une machine. Tout à fait. Mais faut pas croire quand même. C'est un peu difficile d'entendre ce genre de commentaires, mais je respecte. Mais faut pas penser que le football c'est le Vatican. Hein. On va pas que pour la passion dans le football. Il y a beaucoup d'argent. Alors est-ce qu'il y a une reconversion? Est-ce qu'il existe une reconversion? On y pense de plus en plus. Aujourd'hui, les centres de formation pour les sportifs, de façon générale, permettent aujourd'hui d'avoir à la fois sa carrière et un vrai diplôme à la sortie pour pouvoir, en cas de blessure, parce que ce qui est terrible dans le foot, c'est le caractère éphémère. Ça dure pas longtemps. Tous, est-ce qu'ils l'ont compris ou pas du tout? Je parle de Zidane, de Thuram, de Saïd, tous, ils l'ont compris, eux. C'est vrai que très tôt, ils savaient que le foot, de toute façon, tôt ou tard, à 32, 33 ans, leur carrière allait prendre fin. Aujourd'hui, est-ce que cette jeune génération ont compris ce schéma? Je pense que, alors, je rejoins un petit peu sur cet argent, sur ce monde de foot qui ne parle que d'argent, mais en même temps, les joueurs, la plupart viennent de milieux populaires, ils gagnent beaucoup d'argent, et pour certains, ça fait un peu rêver. Je vois tous mes gamins, tous mes élèves qui ont envie d'être footballeurs, bon, ça marche pas, mais
qu'il faille les plaindre, bon, je n'irai pas jusque-là, Eros. Je n'irai pas à dire que c'est de la servitude moderne. Ils le veuillent bien, ils le vont bien. Ils vont sur des stades de foot. Il y en a qui regardent. Puis en même temps, ça leur permet pour beaucoup d'être entraîneurs, ça leur permet d'avoir des business. Mais arrêtons. Mais tous ne peuvent pas être des agents, des entraîneurs. Mais la vérité, on ne le dit pas. C'est là où j'aimerais qu'on le dise dans Ça fait débat. Zidane qui est un multimillionnaire, je dis bien, il y a des milliers de regardez la France Black Blanc Beurre de 98. Il y en a qu'un, c'est Zidane. Parfois handicapé. Pour un Deschamps. Vous exagérez, Rossana. Pour un Deschamps. Non, là vous êtes difficile, vraiment. Un Deschamps qui devient sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur à la Juve. Combien de joueurs qui n'ont pas brillé, qui se retrouvent à pointer à Pôle emploi? C'est un mirage. C'est cela que j'aimerais dont on parle. Parce que c'est bien beau de faire rêver des gamins qui gagnent des millions d'euros. Mais ensuite, après... Mais la majeure partie des gens ne gagnent pas des millions. Il y a une super élite du football. Beckham, Zlatan, Zidane. C'est valable pour tous les métiers dans le monde. C'est valable pour tous les métiers. Donc quand sur les journalistes, c'est que tous les journalistes qui sont allés à l'école... Louis Comayoul, elle a dit la seule différence, c'est qu'il l'a souligné, Rossana, c'est que ces footballeurs gagnent des millions d'euros par mois. Non mais je voulais vous demander... Ne me faites pas dire quand même que tout le monde gagne des millions d'euros par mois. Je ne dis pas que tout le monde gagne des millions. Ça doit être quoi, mais les footballeurs ne sont pas ceux qui gagnent le plus d'argent. Prenez les pilotes de Formule 1. Vous savez combien ils gagnent? Prenez les basketteurs américains. Vous savez combien ils gagnent? Prenez les tennismen. Vous savez combien ils gagnent? Ils gagnent aussi des milliers d'euros. Bien sûr. Voilà, donc... Mais là, on parle de millions d'euros. On ne parle pas de milliers d'euros, messieurs. Où tu as quelques joueurs qui sont multimillionnaires et qui peuvent se permettre à 32 ans, comme Beckham, de se mettre à poil et de vendre des caleçons. Mais je rappelle, pour un Mamadou, pour un Issoufou, qui va être pris à sa mère à 11 ans, qui va être exploité pendant 15 ans, il se retrouvera sans rien. Non seulement à cause de l'arrêt Bosman, l'arrêt Bosman qui a ouvert, qui a déréglementé le marché, il n'a aucune couverture de retraite, parce qu'il faut le rappeler. En jouant ici et en jouant là, à la fin de l'année... J'adore Sana parce qu'il est en train de casser tous celles et ceux qui nous regardent ce soir et qui ont un rêve de devenir footballeur. Eh bien, Rossana vient de briser votre rêve. Exactement. Je crois que c'est ça. Mais c'est ça, mais la réalité, devenez médecin. Devenez avocat et transformez votre pays ou votre quartier, mais pas footballeur. C'est pas les plus reluisants. C'est pas les plus reluisants et tu le sais toi-même, Eros. Prenez les urgentistes. S'ils se portaient si bien que ça se saurait. On se souvient de ce que ça a donné ici avec les problèmes quand il y avait les problèmes de sécheresse, où il faisait très chaud, les vieux sont morts. Les urgentistes, ils ont eu d'énormes problèmes. Prenez les médecins étrangers, qui exercent en France. Vous voyez bien que c'est un débat. Effectivement, vous voyez bien que c'est un sujet qui fait débat et qui continuera à faire débat. Moi, ce que je note, en tout cas, ma petite conclusion, c'est qu'Eros Sana vient de casser tous ceux qui rêvaient d'être footballeurs. Bravo et merci, Eros Sana. Allez, deuxième partie de cette émission, nous allons accueillir une cinéaste engagée, une politique totalement dévouée. On l'appelle déjà Hillary Clinton à la française. C'est tout de suite, c'est maintenant, dans cette seconde partie. C'est la ministre française Yamina Benguigui. Merci à vous, merci à Louis Comayoul qu'on retrouve dès la semaine prochaine. Merci à toi, avec autant de plaisir. Toujours partagé. Toujours. Allez, Eros Sana, à très bientôt. Un vrai plaisir de te retrouver et j'espère à très bientôt ici dans Ça fait débat. Et bien sûr, Samia Atroubi, à très bientôt à vous. Merci, à tout de suite avec notre ministre, notre invité de cette semaine. Il s'agit de Yamina Benguigui. Deuxième partie de cette émission et dernière ligne droite de Ça fait débat où je vous le rappelle, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis CF débat sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir et à commenter l'actualité. Je vous en remercie et puis merci de votre fidélité puisque l'audience monte chaque vendredi ici même sur Télésud dans Ça fait débat en partenariat avec le quotidien en ligne Afrique.com. Notre invité, cinéaste engagé, femme, totalement politique, bien sûr dévouée. Eh bien, il s'agit de Yamina Benguigui, ministre déléguée en charge de la francophonie. On l'appelle un peu la Hillary Clinton française. Tiens donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la ministre. Merci à vous. Merci d'être venue, en tout cas, dans Ça fait débat. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, je sais que, en tout cas, vous avez un attachement très particulier sur des chantiers que vous menez, notamment la situation et l'engagement des femmes en Afrique, au Maghreb, la situation, et puis même la femme francophone dans le monde. Et puis on va parler aussi de l'économie, puisque désormais c'est un de vos chantiers prochains. Absolument. Allez, parlons-en. Tout d'abord, Madame la Ministre, quel bilan tirez-vous dans le cadre, vous savez, de ce forum mondial qui s'est tenu il y a quelques semaines des femmes francophones à Paris? Est-ce qu'on peut dire que la situation des femmes dans le monde avance? Moi, je dirais que la situation des femmes régresse. Le droit des femmes dans certains
endroits régressent. Pour quelle raison Ce sont les nouveaux conflits armés. Moi, j'ai eu l'idée de faire ce forum mondial des femmes francophones. Ça n'avait jamais existé. Hein. C'est la première fois Oui, c'est la première fois. C'est en allant préparer le sommet de Kinshasa en République démocratique du Congo. En préparant ce grand sommet, je me suis aperçue qu'au Nord Kivu, à Goma, on violait les femmes par milliers. Ouais. Mais c'est des femmes dont des fillettes de 20 mois. Et là, l'idée est venue de monter un forum mondial. Oui, parce à Kinshasa. C'est à Kinshasa que j'ai pris conscience. J'ai demandé à Laurent Fabius et au président Hollande d'intervenir, que la France ne pouvait pas rester comme ça. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aller aussi à Goma. Il y a des camps de plus de 70 000 femmes dans des camps des femmes qui ont été violées, etc. Le sida et tout. Et je me suis aperçue que c'était donc des rebelles armés c'était des brigades de violeurs. C'est-à-dire que le viol est devenu une arme de guerre, donc sur les femmes et toutes les conséquences. Donc, Madame la Ministre, c'est à Kinshasa que l'idée, tout d'un coup, jaillit comme ça. Et comme vous l'avez rappelé en tout début d'émission, je suis une cinéaste engagée. Je n'ai pas laissé mon combat aux portes de mon ministère. Et là, très vite, j'ai pris conscience que l'espace francophone, qui regroupe 77 pays sur 5 continents, les femmes étaient en perte de droits. On sent bien que cela vous a terriblement heurté à Kinshasa. Oui, c'est d'une violence totale. Comment ? C'est un conflit qui est sans image. On ne parle jamais de ça. Alors parlons-en. Yamina Benguigui, s'il vous plaît. Parlons-en justement. Kinshasa est le départ, en tout cas, de quelque chose, de ce forum mondial qui s'est tenu des femmes, d'accord ? C'est ce premier forum, vous l'avez dit. Je suis allée dans différents pays. Mais attendez, cette question, changer les choses, est-ce que c'est possible ? C'est pas de l'utopie, Madame la Ministre ? Je dirais que... Même si je comprends bien, à Kinshasa, vous avez été frappée par des milliers de femmes. La preuve, ça part de Kinshasa. Je dénonce. Nous allons à l'ONU. Je fais un discours à l'ONU. Le président Hollande a parlé au sujet de ces femmes. On a commencé, la France s'est impliquée. Ensuite, je demande, ce forum a pour conséquence de demander à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, d'ouvrir dans ses statuts... Dans le secrétaire général et Abdou Diouf. Et Abdou Diouf, qui est un président, qui est un secrétaire général et un président absolument féministe, et de dire, voilà, ouvrons les statuts, mettons le droit des femmes à l'intérieur lorsque nous accueillons un pays, on doit aussi pouvoir avoir une lecture sur comment ce pays se comporte avec ces femmes. Parce que les femmes sont un élément important de toutes ces sociétés. Je sens bien, il y a une véritable volonté de votre part, Madame la Ministre, mais est-ce que vous pensez vraiment, sans langue de bois, s'il vous plaît, qu'il y a une véritable prise de conscience ? Moi, je pense que non. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience ? Mais vous, parce que je ne vous ai pas encore rencontré et convaincu. Mais c'est pas possible. Lorsque, à Paris, il y a eu 700 femmes, 700 militantes, nous sommes venus ensemble, et là je me suis mise de leur côté, pour aller à l'Élysée et réclamer pour qu'au mois de décembre, il y ait cet article. Ensuite, nous avons vu le président Macky Sall, enfin en tout cas moi je l'ai vu, je vais dimanche à Dakar, et le président Macky Sall a aussi pris conscience que la question des femmes aujourd'hui, dans l'espace francophone et dans l'espace de l'Afrique francophone... C'est ce que vous dites d'ailleurs, Yamina Benguigui. Vous dites, pas de démocratie sans les femmes, c'est que, justement, ça m'a interpellé cette phrase. Pas de démocratie sans la protection des femmes. Pas de démocratie sans les femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, justement ? Je veux dire que c'est impossible. Aujourd'hui, un État démocratique ne peut pas d'abord enlever du droit aux femmes. On l'a vu dans ce printemps arabe. On a tenté régulièrement. Donc nous connaissons les pays, l'Égypte, la Tunisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que l'on doit parler de nouvelles constitutions, on tente d'enlever des acquis. Alors là, justement, ces acquis. Les nouveaux conflits
c'est nouveau, ça. On intervient sur les femmes sont devenues des butins de guerre. Donc ça, c'est pas... Les femmes sont des butins de guerre. Vous venez de dire, et lâchez le mot, justement, qui dérange. Vous dites, vous avez fait une déclaration, vous avez dit, je veux rappeler à l'ordre les pays qui ne respectent pas les droits des femmes. Mais comment, Madame la ministre, c'est ça que je me pose comme question. Comment et sous quelle forme, comment vous pouvez rappeler à l'ordre ces pays? Alors, vous avez dit qu'on prend comme otage ces femmes qui sont butins. Non, de guerre. De guerre, oui, bien sûr. De guerre. C'est-à-dire que, déjà, moi je parle dans ma bulle, qui est la francophonie. Je suis ministre de la francophonie. Je suis la francophonie, c'est un espace de 77 pays où nous avons la langue en partage, la langue française. La langue française qui défend les valeurs des droits de l'homme, etc., etc. Je m'engouffre dans cet espace et je demande à ce qu'il y ait plus de droits, non seulement pour les femmes, mais surtout les grandes questions, les grandes thématiques de la santé, du climat, de l'éducation tournent autour des femmes. Je veux dire, ce sont bien les femmes qui vont éduquer les citoyens de demain. Ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, c'est de voir que dans les conflits armés, on prend les femmes et on les transforme en champs de bataille. Alors, j'ai bien compris que le droit des femmes devient un enjeu. Non, mais c'est non seulement la vie des femmes. La vie des femmes. Vous savez ce qui se passe en Centrafrique actuellement? Oui, absolument. Aujourd'hui, on viole dans Bangui. Oui. Mais alors, ce n'est pas possible. Nous devons nous réveiller sur cette question. Vous allez me dire pourquoi pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je n'étais pas ministre de la francophonie. Je pousse les murs de la francophonie. Voilà. On parle souvent d'un ministère de diplomatie d'influence, etc. Et pourquoi ce ministère ne serait pas aussi un ministère de droit? De droit dans l'espace francophone. Parce que quand moi je vous parle de ces violences faites aux femmes à Kinshasa, dans le sud, à Bangui, aussi à l'est de la RDC, et bien tout ça se fait en français. On ne peut pas laisser faire ça. Et je crois que je suis déjà très fière. Vous avez le sentiment que vous êtes entendu? Yamina Benguigui, franchement. Mais vous vous rendez compte qu'en 10 mois, comment nous avons avancé sur cette question? Oui, absolument. Non, mais je vois bien. C'est énorme. Mais on a fait de nombreux voyages, on est allé, on parle aux dirigeants. Parce qu'à un moment donné, l'Organisation internationale de la francophonie est une force. Ce sont des chefs d'État qui se réunissent. On ne peut pas parler du Mali aujourd'hui, de l'après-Mali, en abandonnant les femmes. Que vous passez beaucoup de temps à aller rencontrer les dirigeants de chacun des pays, en tous les cas en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Est-ce que, d'abord, première question, Madame la Ministre, est-ce que la question de la femme, l'engagement de la femme, est-ce qu'elle a un avenir dans ces pays? Et sous quelle forme? Mais c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces dirigeants? J'ai posé ma question. C'est l'avenir des pays. C'est évident que plus on aide à l'éducation, on aide aux droits des femmes, enfin en tout cas l'éducation des petites filles, on ne peut pas... Vous vous rendez compte ce que c'est quand tout un village est entièrement violé? Parce que, excusez-moi d'insister, c'est pas un viol comme ça, ce sont des brigades, ce sont 25 hommes sur la même femme qui détruisent mais qui la laissent vivante. Elle va devant sa famille. Est-ce que ces dirigeants de chacun de ces pays, lorsque vous les rencontrez, Madame la Ministre, les condamner. Est-ce qu'ils sont sensibles? J'entends bien. Ce n'est pas la faute. Est-ce qu'ils sont sensibles? Je sais bien que ce n'est pas la région des dirigeants. Mais bien sûr qu'ils sont sensibles. Je veux dire, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'évolution sans la protection des femmes. Ce n'est pas possible. Alors peut-être que cette question n'avait jamais été présentée sous cette forme-là, c'est-à-dire l'espace francophone, on pense plus à la culture, on pense plus aux relations, à la défense de la langue, à tout ça. Très peu de femmes au sommet, très peu de femmes au sommet politique, en tout cas de chacun de ces États. Vous le regrettez? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous? Non, mais je ne vais même pas aller sur ce terrain, trop de femmes, pas assez de femmes. Déjà que les femmes soient perçues et défendues dans leur intégrité. Et en plus, là, je vais vous dire, moi qui ai été élevée aussi, moi je suis française d'origine algérienne, née dans la religion musulmane, etc.
la plupart, maintenant, tous ces viols se passent dans des pays musulmans. Il paraît qu'on vous appelle ma sœur quand vous allez en Afrique. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est parce que c'est quoi? C'est cette double culture qui fait de vous que vous êtes... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Voilà. Les valeurs de la religion musulmane, il faut se réveiller. Maintenant, le lien que j'ai avec effectivement de nombreux membres du gouvernement ou des chefs d'État, je crois qu'il y a quelque chose qui était très très important dans cet espace francophone, c'était de retricoter du lien. Moi, j'arrive déjà, j'ai mes 20 ans de documentariste où mon travail était d'écouter, de donner et d'ouvrir la parole. La parole vaut de l'or pour moi. Je suis à l'écoute, je refais du lien, c'est très important et je crois qu'on perçoit ma part d'africaine. Allez, parlons-en justement, ce deuxième chapitre, je sais aussi, vous allez vous attaquer à un deuxième grand chantier. Il s'agit de l'économie francophone, la francophonie et l'économie. Allez, Madame la Ministre, la Chine-Afrique, elle est présente, il y a une implantation en tous les cas de la Chine sur le continent africain. Alors, on va en parler de cette économie. La Chine vient d'annoncer le doublement de ses investissements en Afrique. Pour les États africains, soyons très clairs, dont beaucoup d'ailleurs ont longtemps été des partenaires clés de la France. Vous, en allant à Dakar, et puis peut-être le reste des capitales, de certaines capitales sur le continent africain, quelle est la raison de votre présence, notamment d'abord à Dakar, et puis qu'est-ce que vous voulez faire de cette économie francophone? Alors, vous avez peur que la Chine envahisse le continent? Ça y est, c'est fait? C'est pas fait. Je vais vous dire une chose. On a la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie? C'est 220 millions de personnes, 77 pays sur 5 continents. En 2050, nous serons près de 800 millions, dont 80% en Afrique. Qu'est-ce que nous avons en commun? C'est la langue française. On est d'accord, la langue française, c'est débarrasser des oripeaux du colonialisme. Nous sommes maintenant à hauteur d'homme, nous parlons à hauteur d'homme. Et je défends en tout cas une langue solidaire et équitable. Oui, Aujourd'hui, 80% en Afrique, c'est que avec une croissance économique très importante en Afrique... Et puis la montée en puissance de Chine-Afrique? Alors, la montée de Chine-Afrique. La Chine-Afrique aura ses limites parce qu'elle ne parle pas la langue. Aujourd'hui, à compétences égales, c'est avec évidemment les marchés publics, on n'en parle même pas. Oui, mais non. Si vous me le permettez. À compétences égales, une entreprise française peut-être aujourd'hui, c'est en tout cas ce que je défends, peut être choisie parce qu'une entreprise française va faire évoluer la base du pays, alors que la Chine fait son chantier pendant plusieurs années, mais ne fait pas participer la population. Comment peut-on reprocher à la Chine, puisque la Chine a exactement, beaucoup, en tout cas je ne dis pas vous, effectivement, vous avez raison. Les méthodes et les moyens employés par la Chine sont quasiment comparables à celles de la France. Non, il y a une grande différence. Quasiment comparable. La Chine n'est pas francophone à ce jour. Aujourd'hui, quand vous faites un grand chantier en RDC, la langue française est la langue nationale. Il y a des langues maternelles partout dans cette Afrique francophone. Donc quel est votre objectif? Vous voulez que la France regagne du terrain, ce terrain qui a été longtemps délaissé? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que je comprenne, qu'on comprenne un petit peu et que nos téléspectateurs comprennent. L'histoire, c'est très simple. L'Afrique est une Afrique, chaque pays a entre 50 et 80 langues maternelles. Si je suis en Côte d'Ivoire et j'ai envie d'aller travailler au Cameroun, c'est par la langue française et non pas par ma langue maternelle. Donc, cette langue française, il faut la voir comme une langue économique. Les Africains peuvent se déplacer. Aujourd'hui, si une entreprise française gagne un des chantiers, elle peut permettre à la population, parce on partage la même langue, de faire évoluer la base, c'est-à-dire elle pourra laisser des maçons, des serruriers, dans toutes les catégories. Allez. La Chine, ce n'est pas possible. Parce que la Chine arrive avec son équipe et ils n'ont pas de contact avec la population. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas juste venir faire un chantier et partir. On doit aussi participer à faire monter les populations.
Voilà, ça c'est mon avis et c'est ma volonté. C'est un peu dommage parce qu'on arrive au terme de cette émission. J'avais encore plein de questions effectivement sur le sujet qui est très intéressant et qui intéresse vraiment beaucoup. Allez, avant de passer à ces 5 secondes, 10 secondes, vraiment Madame la Ministre, le 15e sommet de la francophonie qui se déroulera donc, on est bien d'accord, en 2014 à Dakar. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet événement ? Un magnifique sommet parce que d'abord c'est un pays, le Sénégal, qui est un pays démocrate, qui est à la fois peut aussi nous donner à nous de grandes leçons. C'est un pays qui va mettre aussi au centre de sa thématique les femmes, l'importance des femmes. Et je pars dimanche, nous allons faire une grande réunion sur la préparation de ce sommet. Et je pense que c'est un sommet attendu avec surtout tous les conflits armés qui se passent actuellement. Allez, un sommet en tout cas qu'on va suivre ici dans Ça fait débat. Je vous le rappelle à vous tous, c'est le 15e sommet de la francophonie qui se déroulera en 2014 à Dakar. Madame la Ministre, tout le monde y passe ? Ah oui, c'est un mot. C'est pas une phrase, c'est un mot. C'est très simple. Attention Madame la Ministre, que représente pour vous l'Afrique ? Un mot, s'il vous plaît. L'avenir. L'Afrique, quelle priorité ? Un mot. Les femmes. Bien. La France-Afrique, ça évoque quoi ? Le passé. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois, s'il vous plaît ? C'est pour demain. Et enfin, un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent ce soir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Notamment, j'imagine que les femmes qui vous regardent ce soir, les téléspectatrices, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? La confiance. Voilà, il ne faut jamais lâcher les combats. Et les acquis ne sont jamais des acquis pour les femmes. Merci infiniment, c'était notre invitée, Madame la Ministre Yamina Benguigui, chargée de la francophonie. Merci infiniment à vous d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez, vous pouvez continuer à commenter et à réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Merci à vous tous. En tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission en partenariat avec le quotidien en ligne Afrique.com. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.